bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission. 5 jours après le début de la crise déclenchée par Benoît Ludgen, où en est-on ? Parlement et gouvernement bruxellois continuent certes leurs travaux, mais la confusion perdure et on tentera d'y voir plus clair. Interdire la consultation de sites djihadistes, c'est la proposition du procureur fédéral Frédéric Van Leu pour améliorer la lutte contre le terrorisme. Avec quelle efficacité et puis surtout quelle application concrète ? Nous tenterons d'en savoir plus. Et enfin, du 30 juin au 2 juillet, Couleur Café pose ses tentes à l'Atonium cette année. Un changement de site qui augure peut-être aussi d'une réorientation au niveau de la programmation. En tout cas, on posera la question et je vous le disais, on commence tout de suite par un petit retour sur cette situation politique pour le moins instable et confuse depuis ce début de semaine avec vous, Pascal Delhuit. Merci, bonsoir et merci d'être là. Alors, je le disais, et on les a entendus depuis hier, aussi bien ministres et députés bruxellois disent travailler normalement, continuer les dossiers, assurer le fonctionnement des institutions. Pour autant, on est dans quelle situation aujourd'hui ? Est-ce que ces institutions fonctionnent normalement ou est-ce qu'on est en affaires courantes ou... Non, alors, je dirais, d'un point de vue politique, on pourrait dire qu'on est dans une forme de no man's land. D'un point de vue institutionnel, on n'est pas dans un gouvernement et dans une situation d'affaires courantes, parce que les affaires courantes, c'est quand il n'y a plus d'exécutif de plein exercice. Or, ce n'est pas la situation à laquelle nous sommes confrontés. Il y a bien un exécutif, il y a bien un parlement, mais bien sûr, il y a une crise politique. Mais cette crise politique, contrairement à ce qui se passe à l'échelle fédérale, elle oblige à un mode de résolution qui doit être une motion de défiance constructive, c'est-à-dire à la fois la défiance et en même temps une nouvelle majorité. Et donc, c'est de ça qu'on discute pour l'instant. Mais tant qu'il n'y a pas eu de motion de défiance constructive, on est en principe dans la continuité de ce qui existe. Mais dès lors qu'il y a défiance entre partenaires, bien sûr, il est très difficile de travailler normalement. Même si à Bruxelles, on voit que, je dirais, le schéma institutionnel est un peu moins affecté que le schéma institutionnel à la région Wallonne ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, parce qu'effectivement, on peut se demander quelle est l'ambiance, finalement, entre ces ministres CDH, PS et DEFI, qui sont dans une situation qui, c'est vrai, et Verwoerd, en tout cas, le disait, se sentent un peu victimes collatérales, finalement, de ce qui a été décidé par Benoît Ludgen. Juste une petite parenthèse pour qu'on comprenne bien, par rapport à ce que vous disiez sur cette motion de méfiance constructive, le constitutionnaliste Francis Delperret avait une autre interprétation. On lui disait que cette motion de défiance n'était finalement pas nécessaire. Oui, il y a un petit débat constitutionnel, mais d'après moi, il n'y a pas de doute. Il faut nécessairement... donc le gouvernement ne peut pas tomber et que ça nous mène vers l'organisation d'élections anticipées. On est vraiment dans une dynamique de législature. Il n'y a pas d'élections anticipées qui sont programmables. Et donc, le plus logique est effectivement d'aller vers une motion de défiance constructive. À tout le moins, on ne peut pas avoir une motion de défiance sans qu'il y ait une alternative. Une majorité alternative. Alors, avant d'en arriver à ces différentes majorités possibles qui se profilent, vous le disiez, cette situation complètement inédite. Et combien de temps est-ce qu'elle est tenable ? Parce qu'il faut bien que les dossiers aussi avancent. Alors, il n'y a pas de réponse, puisqu'on expérimente la situation, on n'a pas de précédent. En 1997-1998, Charles-Ferdinand Nothomb avait imaginé déjà pouvoir faire un basculement d'alliance, mais ça n'avait été nulle part, ça n'a pas été même annoncé publiquement. Ici, on est dans une situation inédite, puisque c'est annoncé publiquement, et donc chacun tâtonne, puisqu'il vit en direct la situation. Alors, formellement, il n'y a pas de date, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de motion de défiance, les choses continuent à fonctionner comme si rien ne se passait. C'est-à-dire que le gouvernement peut effectivement se réunir, le Parlement et les commissions parlementaires peuvent effectivement se réunir, des ordonnances au niveau de la région de Bruxelles-Capitale ou des décrets au niveau de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent être votés, mais politiquement, bien sûr, on n'imagine pas que ça va fonctionner comme ça. Non seulement, bien sûr... Surtout pour les dossiers qui demandent des arbitrages. Voilà, il y a des dossiers d'arbitrage extrêmement complexes. Il y a des dossiers en matière des correctifs budgétaires, des budgets à voter. C'est des choses dont on imagine que... en parallèle de discussions entre différents interlocuteurs, on ne va pas voter un budget entre 2 ou 3 partenaires qui, par ailleurs, se sont déclarés littéralement la guerre. Donc ça, c'est un peu compliqué. On entendait, je le disais, Verwoerd et plusieurs, d'ailleurs, responsables bruxellois se dire finalement des victimes collatérales de ce qui se passait, de ce qui avait été décidé par Benoît Ludgen. Est-ce que, tout concentré qu'il était sur la région Wallonne et sur la Wallonie, Benoît Ludgen a complètement ignoré Bruxelles ?
Mais je dirais attentivement, quand on l'écoute attentivement dans sa déclaration, oui et non. Je crois que dans son schéma politique et mental, Bruxelles n'était pas très présent, mais en même temps, on ne pouvait pas sortir de Bruxelles de son schéma parce que une bonne part de son argumentaire porte sur le SAMU social. Or, le SAMU social, c'est en région de Bruxelles-Capitale, dans la ville de Bruxelles. Donc, on n'imaginait pas qu'ils disent le SAMU social, enfin, le SAMU social est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Et donc, je défais les alliances en région Wallonne, j'essaie de défaire les alliances en région Wallonne, en Fédération Wallonie-Bruxelles, et je laisse tranquille la région de Bruxelles-Capitale. Ça, c'est pas imaginable. Mais en même temps, on a aussi un peu le sentiment que sa réflexion sur les conséquences était plus avancée sans doute pour la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles que pour la région de Bruxelles-Capitale. Et comme elle était sans doute moins avancée pour la région de Bruxelles-Capitale, elle a un impact sur ce qui peut se passer à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce que autant on peut imaginer qu'il y a une courte majorité à la région Wallonne et que ça fonctionne comme ça, autant cette courte majorité n'existe pas à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc il faut nécessairement un partenaire. Ce partenaire, il peut être au nombre de 3. Le défi, au-delà du MR, bien sûr, défi, écolo ou le PTB. Le PTB est scénario improbable, donc il ne reste qu'écolo et défi. 2 acteurs dont on parle beaucoup par ailleurs à la région de Bruxelles-Capitale. Ouais, donc on présente effectivement comme les faiseurs de roi, hein, comme un petit peu les partenaires nécessaires qui viennent donc avec des exigences. Je dirais le principal faiseur de roi, c'est quand même Défi, parce qu'on ne voit pas dans quel scénario Défi serait absent à la région de Bruxelles-Capitale. Donc je ne dis pas que Écolo ne sera pas éventuellement le faiseur de roi à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pour Bruxelles, le kingmaker, c'est Défi. Alors justement, quelle majorité alternative à Bruxelles? On sentait depuis quelques jours, depuis au moins hier, qu'il y a une forme de convergence entre le PS, Écolo et Défi, qui finalement, paradoxalement, alors jetterait le CDH dans l'opposition. Tout est ouvert, donc il y a des discussions de chacun avec chacun. Il y a des discussions sur l'hypothèse d'une majorité PS, Défi, Écolo. Il y a des discussions sur une majorité potentielle MR, Défi, Écolo, MR, Défi, CDH. Donc il y a plein de choses possibles. À vrai dire, à ce stade-ci, je pense que personne n'en sait rien. Et par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, ces discussions ne concernent pas que Bruxelles, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect de Fédération Wallonie-Bruxelles qui est vraiment important, parce que s'il n'y a pas de déblocage sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y a pas de déblocage non plus aisé pour la région de Bruxelles-Capitale, ou alors, à un moment donné, des partenaires acceptent vraiment de scinder et considèrent que un acteur peut aller dans un sens à la région et dans un autre sens à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors on entend bien que tout est lié, mais pour revenir encore une fois au cas de Bruxelles, au gouvernement bruxellois et en région bruxelloise, eh bien, il y a les francophones et les néerlandophones. Hein. On entendait Guy Van Engel hier dire que pour l'instant c'était le problème des francophones et que les néerlandophones n'étaient absolument pas concernés. Néanmoins, eux aussi ils pourraient se retrouver victimes collatérales de cette crise, notamment s'il était question de faire monter Écolo dans une majorité, qui alors pourrait exiger de prendre avec lui Groen, le parti frère du côté néerlandophone. Voilà, c'est un des aspects du problème, c'est que si d'aventure Écolo est un partenaire à la région de Bruxelles-Capitale, il demandera vraisemblablement, savoir s'il peut l'exiger, c'est autre chose, mais enfin il demandera vraisemblablement que Groen monte aussi. Or, il y a 3 postes, 2 postes de ministre, un poste de secrétaire d'État. Et donc, dans le collège dans la partie flamande néerlandophone du collège, donc la question c'est est-ce que c'est envisageable? Ça me paraît difficile, mais c'est néanmoins envisageable. Et donc, la question qui est pendante, c'est le siège, bien sûr, de Pascal Smet. On ne voit pas pourquoi a priori l'OpenVLD et le CDNV seraient directement affectés, mais il ne faut rien exclure. Ça peut aussi éventuellement être du côté du CDNV. Oui, parce qu'on peut se poser la question du CDNV par rapport au CDH, si le CDH devait se retrouver dans l'opposition. Absolument, mais en n'oubliant pas qu'on ne peut pas avoir qu'un regard francophone, ni même qu'un regard de la région de Bruxelles-Capitale, parce que ce qui se passe dans l'aile néerlandophone du collège bruxellois est aussi observé au nord du pays. Et donc, il y a aussi un regard et un commentaire qui est opéré au nord du pays. Donc, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un jeu d'une position centrée sur la Wallonie, dans le chef de Benoît Lutgen, a un effet collatéral sur la majorité francophone à Bruxelles,
qui elle-même a un effet collatéral sur la dimension majorité néerlandophone à Bruxelles, qui elle-même va introduire des discussions dans les partis néerlandophones. Ouais, et donc la question va un peu au nord du pays également. Ouais, donc des effets en chaîne, effectivement, qui finalement concernent vraiment tout le monde. Et au fond, finalement, avec quelles conséquences pour le CDH lui-même? Puisqu'on entend des voix discordantes. Alors pour l'instant, très timide. On a entendu notamment le bourgmestre de Jette, Hervé Doyen, qui lui, dès le début, a parlé d'un coup de poker et a expliqué que ce n'était pas sa manière de voir les choses. Est-ce que néanmoins, du côté du CDH bruxellois, on ne risque pas, si effectivement cette éventualité de se retrouver dans l'opposition s'avère, est-ce que ça ne risque pas finalement de créer une crise au sein du parti ? Je ne suis pas sûr qu'il y aura une crise du parti, mais en tout cas, je ne suis pas sûr que Benoît Lutgen a bien pesé l'impact pour le CDH bruxellois, en particulier s'il est renvoyé dans l'opposition, parce que autant en Wallonie, on peut imaginer que dans l'hypothèse d'une majorité CDH-MR, il y a aussi une négociation sur des majorités communales et peut-être la tentative de pérenniser cette future majorité dans la législature 2019-2024. Autant à Bruxelles, le CDH n'a pas les moyens de réaliser cela. Et donc, on voit bien que dans plusieurs communes, la question du partenariat avec le CDH en 2018 va se poser. Donc, il y a déjà ça. Et puis, l'impact électoral pourrait aussi être important. Alors, après, il faut être prudent. Il faut toujours être prudent parce que dans les temporalités électorales, les prochaines élections auront lieu dans 14 mois. C'est pour nous une éternité. Il faut se rendre compte que les agendas médiatiques, les agendas politiques parfois bougent très très rapidement. Mais dans une configuration où le CDH bruxellois était déjà très bas dans les intentions de vote, avec la démission de Joël Milquet, l'éventuel renvoi dans l'opposition du CDH à la région de Bruxelles-Capitale serait un coup très dur pour les humanistes à Bruxelles. Ça, c'est tout à fait évident. C'est vrai que tout le monde, effectivement, même si c'est encore loin, vous le disiez, mais enfin, tout le monde a quand même déjà les yeux rivés sur ces échéances électorales qui sont, au niveau, en tout cas, avec des yeux politiques qui sont assez proches. Peut-être, pour terminer, comment tout ça peut se traduire, finalement, pour le citoyen? Comment est-ce que le citoyen observe tout ça? Est-ce que là, on peut quand même avoir des inquiétudes? On peut avoir de très solides inquiétudes. Déjà, je dirais que tous les indicateurs en Belgique et en Europe sont des indicateurs inquiétants dans le rapport des citoyens ou de larges groupes de citoyens à la politique. Et je ne crois pas que la démarche qui a été entreprise va résorber. Alors après, néanmoins, il y a une chose qu'on doit observer, c'est que indépendamment de cette crise politique, il y avait des démarches entreprises pour essayer d'avancer dans des formes de rapprochement, et notamment toute la thématique du décumul, qui est une thématique importante. Il y a un début de réflexion aussi sur le nombre de cumuls dans le temps, un début de réflexion sur la possibilité d'associer des citoyens à d'autres moments que les moments électoraux. Mais néanmoins, dans une séquence depuis 6 mois certainement, on n'a certainement pas résorbé des écarts entre les citoyens et la politique, sachant que une partie de ces écarts porte aussi sur les politiques publiques et que la défiance s'exprime aussi dans des politiques publiques et qui ne sont pas spécialement des politiques publiques à l'échelle communale, régionale, parfois à l'échelle fédérale, donc ça dépend un peu, mais je crois que sous cet angle-là, aucun acteur politique n'aura gagné de cette crise. Très bien, merci Pascal Deluitte pour toutes vos explications. Tout de suite, on passe à la lutte contre le terrorisme.